Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Blue Chip Prospect en français. Quand je pense pas que j'ai besoin de le dire en français, je pense que c'est assez évident. Je voulais faire un petit recap dans le fond du tournoi international des U18 qui a eu lieu durant les 2 dernières semaines jusqu'à en fin de semaine dernière. Dans le fond, juste passer à travers les équipes un peu, qu'est-ce qui s'est passé, passer à travers les États-Unis, la Suède, la Finlande, le Canada et quelques joueurs internationaux. Juste voir un peu qui a été bon, qui a été moyen, qui a été moins bon, comment ça s'est passé. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait plusieurs highlights là, des games principales, là, ceux que j'étais capable de regarder et de faire des highlights en même temps. Fait que si jamais vous êtes intéressé pour aller voir les highlights de la game en tant que tel, vous pouvez aller voir ça. Sinon, si vous n'êtes pas intéressé, ben allez-y pas. Puis c'est pas mal ça. Fait, dans le fond, on va commencer ça aujourd'hui avec les États-Unis, qui, selon moi, dans tout le tournoi, étaient la meilleure équipe. Même si le Canada a gagné, on s'attend que le Canada a gagné parce que c'est pas Cole, mais plus Trevor Connolly leur a donné une bonne chance de gagner avec 3 petits assists. Tu sais, dans le fond, là, quand je pourrais dire, les États-Unis étaient la meilleure équipe, le Canada a gagné, mais en bout de ligne, tu sais, c'est pas comme si le Canada était 3 buts en arrière des États-Unis quand on a gagné, là, on était 1 but en arrière, là, Connolly a fait sa connerie dans le fond, là, puis nous on a fait 3 buts dans les 5 minutes de pénalité, puis après ça on a gagné dû à ça, mais il fallait quand même les faire les 3 buts, fait que c'est pas comme s'ils nous ont été donnés, il fallait les faire, puis on les a fait, fait qu'on a gagné, fait qu'on mérite la victoire en tant que telle, mais n'empêche que durant le tournoi au complet de A à Z, la meilleure équipe, l'équipe la plus dominante à mon avis a été les États-Unis, puis c'est souvent le cas. Puis il y a une raison pourquoi que c'est comme ça, c'est parce que les États-Unis, dans le fond, l'équipe qui envoie eux autres au tournoi des U18, c'est leur équipe, dans le fond, c'est leur équipe du USNTDP. C'est l'équipe qui joue ensemble depuis 2 ans de temps. Donc, tu sais, ils sont rodés, ils sont huilés, ils sont prêts. C'est la même équipe. Là. Dans le fond, le seul joueur qui a été rajouté, si je ne me trompe pas, c'est Trevor Connolly, qui lui a quitté les playoffs de son équipe, si je ne me trompe pas, pour s'en aller dans le tournoi international. Avec l'équipe dans le fond de U18 des États-Unis. Fait que c'est normal qu'ils sont toujours mieux rodés. Ils sont toujours une petite coche de plus que les autres. C'est parce qu'ils jouent ensemble depuis comme 2 ans, puis c'est la même équipe tout le temps. Okay? Fait que là, cette année, ils en ont rajouté un, mais ils rajoutent pas nécessairement des joueurs à chaque année. Ils auraient pu rajouter Michael Age, admettons, mais Michael Age, à moins qu'il était trop vieux. Ça, je sais pas, j'ai pas checké sa date, là, mais peu importe. T'sais, ils pourraient rajouter des joueurs, mais ils les rajoutent pas. Il aime mieux y aller avec leur équipe, puis leur... c'est ça, l'équipe qui est bien rodée ensemble. Fait que c'est une des raisons pourquoi les États-Unis sont pas mal toujours forts. Je sais pas pourquoi j'ai changé de page encore. Là. Mais comme d'habitude, dans le fond, là, j'enregistre la page dans le fond, l'écran de mon ordinateur en même temps que j'enregistre le son. Fait que comme ça, si jamais vous voulez suivre, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify ou peu importe la plateforme que vous utilisez qui est capable de faire du vidéo en même temps que de l'audio, vous pouvez suivre en même temps, puis sinon, ben, vous pouvez pas suivre. C'est simple comme ça, mais en même temps, c'est pas comme s'il se passe grand chose sur la page en tant que telle, c'est juste un petit peu pour donner un petit visuel une fois de temps en temps. Fait qu'on commence avec les États-Unis, comme je disais, puis le premier joueur qui m'a surpris le plus, pas nécessairement qui m'a surpris le plus parce que je m'attendais à une bonne performance, mais je m'attendais pas nécessairement à une aussi bonne performance, puis c'est Cole Hudson. Pour tous les fans du Canadien qui ont vu Lane Hudson, dans le fond, vous savez déjà à peu près 90% c'est quoi Cole Hudson. Je pense pas que Cole Hudson a autant de mouvement dans son corps et dans sa tête pour envoyer des faux signaux, dans le fond, là, aux défenseurs. Sauf que c'est un joueur qui est peut-être un petit peu plus dynamique du côté du patin. Sont différents, comme quand je pourrais dire, à 80% sont pareils dans la façon qu'ils jouent. Il y a un petit 20% de différence, dans le fond. T'sais, Lane Hudson, il y a un peu plus de fake dans son jeu, c'est un meilleur vendeur. Tandis que Cole Hudson, c'est un meilleur patineur puis il est capable de justement vendre quelque chose et d'exploser dans l'espace libre. Tandis que Lane Hudson peut-être un petit peu moins de ce côté-là. Mais, tu sais, une des choses que je comprends pas souvent, c'est que Cole Hudson il est très bas dans plusieurs listes. Lane Hudson, on s'entend que vers la fin, quand on est arrivé au repêchage, presque tout le monde l'avait quand même relativement haut dans leur liste. Je dis pas top 10, mais la majorité du monde l'avait dans leur première ronde. Mais je pense pas que c'est avec le cas de Cole Hudson. Puis j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi. Je comprends que quand on le regarde, il est un peu moins unique que son frère Lane. Mais en termes de production,
je veux dire, il est égal, sinon meilleur que son frère. Là, au U18, il est meilleur que ce que son frère a fait dans le temps, si je me trompe pas. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, la production est là. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis je pense que défensivement, avec le fait qu'il y a un petit peu meilleur patin, peut-être qu'il est capable de devenir une petite affaire de plus que Lane est. Mais c'est à voir. Dans le fond, là, peu importe, là, je sais pas pourquoi je déblatère là-dessus, mais le but c'est de dire que Cole Hudson a été excellent. Puis je pense qu'il pourrait être un peu comme son frère. Enfin, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, son frère, c'est un joueur qui est plus offensif. Là. Cole Hudson, on s'entend que ça sera jamais un défenseur défensif, mais c'est pas un joueur qui est nécessairement mauvais défensivement. Il y a des bouts pendant la saison là, dans le USNTDP où je me posais un peu des questions par rapport à ça. Là. Mais malgré que il est un petit peu plus physique que son frère, dans le sens qu'il joue un peu comme une mouche qui te lâche pas ou un maringouin qui te lâche pas. Il est collé sur toi, puis il essaie de défaire ton jeu avec son bâton ou de se coller le corps sur toi pour justement essayer de t'empêcher de passer. Même s'il est plus petit, il essaie de jouer quand même avec une certaine physicalité dans son jeu. On verra au niveau de la Ligue nationale que ça donne cette partie-là, mais en bout de ligne, quand même, la façon qu'il défend, j'aime ça parce que chaque petit joueur doit trouver une façon. Il y en a qui vont donner de l'espace, qui vont étendre leur bâton à la Kiwi Arjou, ce que lui il va jouer avec son bâton étendu à l'autre bout du monde, puis il va essayer de couper les passes comme ça, puis de slasher la rondelle. Il y en a qui vont se coller sur toi, puis qui vont essayer, dans le fond, là, de disrupt, là, qui vont essayer de comme défaire le jeu que tu es en train de faire en étant dans tes jambes, dans le fond. Là. Puis Cole Hudson, c'est comme ça. C'est un joueur qui est dans tes jambes, mais offensivement, il était excellent. Là, si je m'en vais justement ici, puis on va aller cliquer sur les États-Unis là, pour qu'on puisse avoir un peu les stats. Puis Cole Hudson, en termes de défenseur, là, je pense qu'il est premier. Ouais. Il est premier aux États-Unis, mais il est aussi premier dans le tournoi en tant que tel. Parce que si je m'en vais sur une page ici, puis là j'écris Cole Hudson, comme ça. Puis là, on s'en va sur sa page. Puis on va aller sur la page du WG18, WJC18, comme ça. Puis là, on va filtrer juste, mettons, les défenseurs. Et voilà. Puis là, c'est le premier avec 13 points, 4 buts en 7 matchs. Puis le plus proche, le deuxième, dans le fond, il y a 7 points en 7 matchs, puis c'est Henry Muse. Fait que, tu sais, on s'entend, il y a pratiquement le double de la production. Là. Fait qu'il a été excellent. Okay? Puis c'est pas juste la production en tant que telle, là, c'est la façon qu'il a joué, puis à quel point il était clutch. Là. Il était vraiment clutch. Il jouait dans le milieu de la glace, il avait pas peur là, de descendre dans le milieu de la glace avec la rondelle, faire une passe à Higgins ou peu importe. Là. Il a juste été vraiment, vraiment bon le côté offensivement. Puis défensivement, ben, il a fait son jeu habituel là, de moustique fatigant. Sinon, James Higgins, évidemment, c'est pas un joueur du draft de cette année, c'est un joueur du draft de l'année prochaine. N'empêche qu'il a battu le record de Kucherov qui était de 21 points si je me trompe pas. Puis là, il l'a battu par un point si je me trompe pas. Je suis pas un gars de record ben, fait que ouais, ça. 22 points. 22 points en 7 matchs, là, qui est quand même exceptionnel. Là, quand on y pense, là, 22 points en 7 matchs, là, c'est 3 points par match. Ouais, c'est énorme là, dans le U18. En plus, dans l'année pré-repêchage, je sais même pas son année de repêchage, c'est le draft -1. Fait que c'est excellent. On pourrait débattre là, qui a été le meilleur joueur entre James Higgins et Gavin McKenna. C'est dur à dire. Moi, de mon côté, j'aime plus McKenna que j'aime Higgins. Dans le tournoi en tant que tel, je pense qu'il était peut-être moins impressionnant, mais meilleur. Bien, le fait que c'est un gars qui est dans son draft -2, dans le fond, là, il est à 2 ans de son repêchage. Il va être repêché en 2026, McKenna, puis qui est 2 points derrière James Higgins. Si je ne me trompe pas, je vais juste aller ici, je vais enlever défenseur, on va mettre toutes les positions. Ouais, c'est ça. Fait que McKenna, il a 20 points, 10 buts, 10 passes en 7 matchs. Puis James Higgins, il a 22, 9 buts, 13 passes en 7 matchs. Fait que, il est 2 points en arrière, mais il est 1 an plus loin en repêchage. Fait que, il est spécial, McKenna. Il est vraiment spécial. James Higgins, ça va être un bon joueur, c'est sûr que oui. Mais tu sais, c'est ça. Il sera pas comme McKenna. En tout cas, pas à mon avis. Je serais vraiment surpris. Mais tout ça pour dire que finalement, il a été dominant. Là. Je veux dire, ses mains, son edgework. Là, ça, je suis pas trop sûr quand on dit en français là, le edgework. Là, quand tu joues avec la lame intérieure ou la lame extérieure de ton patin pour virer sec. Là,
ou pour tourner sur un dissous, ou pour breaker puis partir de l'autre côté. En tout cas, son edge work est vraiment excellent de la façon qu'il est capable de couper dans des espaces qui sont vraiment, vraiment petits, puis le maniement de rondelle pour justement la garder sur lui puis empêcher de se la faire comme slasher pendant qu'il coupe vers le milieu de la glace. On voit que c'est un joueur qui est très compétitif. C'est pas le plus gros des joueurs, là, mais il est très compétitif. Il joue dans le milieu de la glace, puis il essaye justement, là, il crée beaucoup, beaucoup de jeux. Définitivement, le meilleur ou le deuxième meilleur joueur du tournoi. Là, fait que juste impressionnant de ce côté-là. Si vous n'avez pas vu les highlights, je vous conseille fortement d'aller sur YouTube. Vous pouvez aller sur mon channel, il y en a plusieurs de highlights des États-Unis, puis vous allez voir que il y a quelque chose. Sinon, un autre joueur qui a été quand même très, très bon, là, très très bon, qui a été bon puis qui a fait plus de points que à quoi je m'attendais dans le fond là, c'est Brody Zimmer qui est un bon joueur, mais qui n'est pas qu'un joueur qui a un talent qui explose. Hein. Il n'a jamais l'air d'un gars qui est comme ultra talentueux puis qui fait plein de jeux partout. Si je me trompe pas, là, même dans sa saison du USNTDP, il est comme point par match, mais sans plus. On va aller voir. Brody Zimmer, comme ça je vais être sûr de pas juste dire des affaires qui sont pas vraies. On va juste ouvrir sa page, on va descendre ça ici. C'est ça, fait que 67 points en 61 matchs dans le NTDP. Fait que tu sais, il est point par match dans le fond. Mais dans le U18, il y a eu 12 points en 7 matchs, incluant 3 buts. Il a été très bon. Mais tu sais, comme je dis, quand je regarde ces stats-là de 12 points en 7 matchs, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Pas ce à quoi je m'attendais, mais tu sais, quand tu regardes les matchs, puis tu regardes à la fin du tournoi, puis le gars, il a 12 points, t'es comme, ils viennent de où les points? Je sais pas. Mais il a été bon, mais les points sont pas représentatifs, on dirait, de la façon qu'il a joué. C'est un peu le même que je veux le dire. Sinon, un autre joueur qui a été impressionnant, selon moi, puis qui m'impressionne encore, comme à chaque fois que je le regarde, là, depuis comme le milieu de la saison jusqu'à là, à chaque fois que je le regarde, je suis impressionné, puis c'est Teddy Stiga, là. Encore une fois, pas un gros joueur, c'est pas le joueur le plus talentueux, mais c'est un gars qui a eu une progression fulgurante du début de la saison jusqu'au milieu de la saison, jusqu'à la fin de la saison, jusque là au U18. Comme c'est un meilleur patineur, il joue avec plus de combativité dans son jeu, un meilleur tireur, plus de vision, plus de talent avec ses mains, comment faire des passes à travers le trafic. Mais tu sais, c'est un gars qui, à la base, c'est un gars de cœur, dans le fond, qui va jouer avec la combativité, qui va aller jouer proche du net, qui va foncer vers le net. S'il y a la puck sur son rondelle puis il n'y a pas vraiment de jeu, il va tout simplement épaule à épaule forcer vers le milieu de la glace pour aller porter la puck au net. C'est pas un gros joueur, c'est pas le joueur le plus talentueux, mais quand tu le regardes à chaque fois, tu te dis ce gars-là a une place dans la Ligue nationale. Du moins, il y a un chemin de développement pour qu'il finisse vers la Ligue nationale parce que il est juste. T'sais, il produit partout ce qu'il va. Là. Je pense que je ne sais pas combien de points qu'il y a durant l'année. Là. Bon, tiens, on va aller voir ça tout de suite. Teddy Stiga. Mais il y en a quand même pas pire des points. Puis, même s'il n'y avait pas de points, ça, 79 points, 36 buts en 61 matchs. Mais même s'il n'y avait pas ça, là, admettons qu'il y avait la même production que Brody Zimmer, à mon avis, c'est un meilleur joueur que Brody Zimmer, pareil. Même s'il est petit, je veux dire, il est 5 pieds 10, là, c'est pas un grand joueur, c'est pas un gros joueur, c'est pas un joueur pesant, c'est pas un joueur qui est nécessairement fort, mais c'est un joueur qui produit, c'est un joueur qui est toujours dans le trafic, c'est un joueur qui est toujours à la bonne place au bon moment pour recevoir les jeux. C'est pas le gars qui crée les jeux nécessairement, mais c'est comme le finisher ou c'est le gars qui redistribue rapidement la rondelle. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Moi, je l'aime beaucoup. Je serais vraiment surpris que Teddy Stiga finisse pas dans ma première ronde. Je suis en train de faire mon classement, le top 96, top 64, top 96 à peu près, là, ou quelque part entre les deux dans le fond. Là. Puis je suis en train de le finir, puis justement hier, là, je faisais un petit peu de travail sur Teddy Stiga, je regardais des clips que j'avais enregistrés, des affaires comme ça, puis je trouvais pas... Il y a beaucoup de joueurs que je veux mettre dans le top 32. Là. Il y en a beaucoup que j'aimerais rentrer dedans. Il y en a qui ne seront pas dedans, que j'aurais aimé qu'ils soient dans la première ronde, mais Teddy Stiga, je pense en est un qui est lock pour être dans la première ronde parce que juste la progression de l'année est juste excellente. Mais tout ça pour revenir au tournoi, il était très bon. Le prochain, Max Plante, joueur avec, encore une fois, pas le plus gros joueur. C'est pas mon joueur préféré non plus dans le USNTDP cette année, sauf que il amène quand même une bonne vitesse, il a un bon tir, même s'il marque pas tant que ça, je trouve que son tir quand même
je dirais pas qu'un tir foudroyant, sauf que je dirais qu'il y a un tir qui est quand même correct, là, qui peut faire des buts avec ce tir-là. Il lance la rondelle rapidement, puis il est assez précis. C'est pas nécessairement pesant dans le sens que les gardiens sont pas capables de contrôler la rondelle ou que ça passe en dessous du bras, parce que même quand ils serrent contre leur corps, c'est pas nécessairement ça, mais il y a une bonne précision puis une bonne rapidité dans la façon qu'il décoche le tir. Puis c'est sûr, comme je dis, il amène beaucoup de vitesse. Puis encore une fois, c'est un autre joueur un peu comme Brody Zimmer qui a fait plus de points que ce à quoi je m'attendais. Là, il a 11 points en 7 matchs, 9 passes, 2 buts. Ce qui est excellent. Qui est vraiment excellent. Mais c'est un autre joueur de 5 pieds 10. C'est un gars qui a un peu plus de vitesse par contre que Telestiga. Mais si j'avais à choisir entre les deux, définitivement pour moi c'est Telestiga. Mais dans le tournoi, je trouve que Max Plante a été quand même très bien. Un autre joueur qui brise des records, Cole Iserman. Je vais juste descendre ici. J'ai 2 écrans. Fait des fois, quand ma petite souris n'est pas ici, ben, c'est parce qu'il est rendu en haut. Puis là, je regarde l'autre écran. 9 buts en 7 matchs. Puis dans tout ça, dans le fond, il brise le record de Cole Caulfield avec. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est 127 ou 123 ou l'enfant de même. Comme je vous dis, je suis pas un gars de record. Pas en tout. Là, je m'en fous complètement des records. Mais je sais qu'il a battu le record de Cole Caulfield. Puis. Je trouve ça un peu spécial, là. C'est comme la seule place, où je sais pas s'il y en a d'autres places, il y a d'autres sports qui font ça, mais le USNTDP, c'est comme la seule place qui, eux autres, ils calculent ta production sur les 2 années que tu as été au USNTDP, plus tes tournois internationaux. Puis là, après ça, ils calculent tout ça ensemble, ils font « Ah, t'as fait 127 buts en 2 ans et 3 tournois, puis voilà, tu bats le record de l'autre gars qui a fait ça en 2 ans et 2 tournois, ou peu importe. » Tu sais, je sais pas, pour moi, ça fait pas de sens. Il me semble que ta production, c'est ta production durant l'année. La production des tournois internationaux, c'est différent, mais pas pour eux autres. Pour eux autres, c'est la même chose. Fait que c'est ça, mais d'une façon ou d'une autre, écoute, 9 buts en 7 matchs, c'est juste excellent. Puis, tu sais, je sais là, que tout le monde dit que c'est un joueur qui est ultra unidimensionnel, puis toutes ces affaires, là, ok? Puis c'est vrai jusqu'à un certain point, là, quand même, faut pas exagérer dans le unidimensionnel. C'est un gars qui a des talents, qui est capable de passer la rondelle aussi, là. C'est pas comme si, quand il a la rondelle sur son bâton, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est tirer, puis il est jamais capable de mettre la puck sur le tape d'un autre joueur, là. C'est pas ça du tout. C'est un gars qui a quand même une bonne physicalité, même si c'est pas le gars qui s'implique le plus physiquement. Il est capable de faire des bons coups d'épaule une fois de temps en temps. Il est capable de se battre pour la rondelle. Mais c'est sûr que sa force principale, puis de loin, il est meilleur à faire des buts qu'à n'importe quoi d'autre. C'est sûr, c'est ça. Sa force principale, c'est de faire des buts. Mais je te dirais que sa force principale, puis on l'a vu encore pendant le tournoi, c'est de trouver de l'espace. C'est incroyable à quel point qu'il est... Quand je pourrais dire... Il est spécial dans la façon qu'il est capable de trouver de l'espace. Puis, tu sais, je dirais dans le draft en tant que tel, il n'y a pas grand monde comme lui là, qui sont capables de trouver cet espace libre-là pour faire des tirs, là, à part peut-être Demidov. Puis Demidov, c'est parce qu'il le fait d'une façon complètement différente. Tu sais, Cole Iserman, c'est un joueur qui, lui, il va pas nécessairement. Il va se placer pour recevoir la rondelle pour pouvoir lancer au filet. On s'entend que c'est sa force principale, les one-timers ou les tirs sur le one-touch shot ou peu importe. Mais il se place dans l'endroit libre pour recevoir la rondelle. Tandis que Demidov, je dis qu'il est aussi bon pour trouver l'espace libre, mais c'est que lui, il a créé. Il a la puck sur son bâton. Il va passer la rondelle, mais il va s'avancer dans le fond plus proche du trafic, puis il va passer à la rondelle à quelqu'un qui est libre. Mais à la seconde que la rondelle est pas sur son bâton, il se déplace en dehors de la vue des défenseurs, puis il s'en va dans l'espace libre pour recevoir la rondelle tout de suite après. Tu sais, c'est... Demidov, il est spécial. Il est vraiment spécial. Je sais même pas pourquoi j'en parle. Il est même pas dans le tournoi. Mais il est quelque chose. Il est vraiment... Moi, je suis en amour avec Demidov. Ça n'a aucun sens à quel point il est bon et qu'il est intelligent. Mais c'est ça. Fait que tout ça pour dire que Cole Iserman, sa capacité à trouver de l'espace libre pour faire des tirs est non égalée ou presque dans le draft ou même dans plusieurs drafts dans le fond. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, un autre qui a été bon, puis jusqu'à temps qu'il frappe le gars là, dans le fond, là, mais c'est Connolly. C'est bon parce que en plus, Connolly lui arrive la USHL, il joue pas avec le USNTDP. Fait que c'est le seul joueur de l'équipe là, qui arrive d'une autre équipe qui a jamais joué avec ces joueurs. Ben pas jamais, mais qui a très peu joué avec ces joueurs-là.
Puis lui, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Puis il fait 9 points en 7 matchs, incluant son Michigan. Là. Moi, je m'en fous des Michigan, mais c'est pas grave. Là. Le gars, il est ultra talentueux. Tu sais, sa capacité de s'adapter, là, on s'entend, là, il est arrivé, comme je dis, comme un cheveu sur la soupe. Il a pas joué avec ce monde-là de toute l'année. Il est juste arrivé là, puis il a produit comme ça, il s'est adapté aux joueurs alentour de lui. Il a joué principalement sur la 3e ligne des Américains, puis tu sais, quand même, il a fini avec 9 points en 7 matchs. Là. Fait que. Je sais pas. Connolly, c'est un joueur spécial, à mon avis. On va voir là, si tout est vrai ou si tout est pas vrai. Peut-être qu'on le verra même pas, puis il y a juste une équipe qui va le repêcher, puis on va s'en foutre, je sais pas, mais en termes de talent, là, il y a quelque chose de spécial quand même, Trevor Connolly. Ça se voit. Dans tous les joueurs là, des États-Unis, là, après James Higgins, Trevor Connolly, c'est définitivement le top joueur là, après ça. Sinon, d'autres joueurs qui ont été quand même très bons. Là. Ah, ben, dans le fond, je suis pas vraiment fini avec Connolly. Je sais pas pourquoi je passe tout à ça. Là. Oui, ok, la production offensive, mais sinon, en dehors de ça, il a été quand même physique. Là. C'est quand même drôle parce que c'est un gars de 6 pieds 1, comme 160 livres. Là. Il pèse rien. Mais il joue physique, il utilise son corps pour essayer, dans le fond, de créer un espace avec la rondelle. Il frappe du monde. Je sais pas. Puis encore là, il a frappé le gars. T'sais, évidemment, là, c'était blindsided. Là. Ça, j'ai aucune idée comment on dit en français, mais quand il a reçu le coup, il pouvait pas voir, dans le fond, qu'il arrivait. Puis c'est aussi un coup à la tête. Fait que c'était définitivement un 5 minutes là, par leur. Quand je pourrais dire. Selon leur loi eux autres. Là. Mais en bout de ligne, c'était un coup de trop. Mais la réalité, c'est que dans le tournoi, il a frappé plein de monde, puis il joue d'une façon physique. Même s'il n'est pas nécessairement gros et fort, il joue d'une façon physique. C'est juste que ce coup-là, c'est un coup de trop, ou un coup mal pensé, ou juste mal placé, ou peu importe. Mais c'est Trevor Connolly. T'sais, il joue comme ça dans la USHL. Il n'est pas nécessairement un gars cochon. Il a mal fait il a mal frappé, mais en bout de ligne, c'est ça. Écoute, il est juste excellent en plus d'être physique, même s'il est pas gros, puis c'est ça. Sinon, d'autres joueurs qui ont été quand même bons, E.J. Emery, Ben Eric, Mooney, le goaler aussi, Kampf. Mooney, je ne suis pas son plus grand fan, c'est un autre joueur style minuscule, qui est pour le repêchage de l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, il a eu 6 points en 7 matchs, il a fait des bonnes passes en tant que tel, mais c'est un joueur minuscule, très minuscule aussi. E.J. Emery, bon patineur pour sa grandeur, fait des bons jeux défensifs, passe la rondelle bien de la zone défensive à la zone neutre, dans le fond, là, il bouge. Il transforme la défense en transition assez rapidement. Il prend des bonnes décisions rapides avec la rondelle. C'est pas quelqu'un qui est comme perdu avec la rondelle sur son bâton. Il fait bien ça. C'est pas un joueur d'offense. Même s'il a réussi à faire 6 points en 7 matchs, il est quand même vraiment bon. Là. Mais en bout de ligne, c'est pas nécessairement sa force de créer de l'offense, mais c'est un joueur que. C'est le type de joueur que tu vas pouvoir avoir sur ta 3e paire. Peut-être que tu vas pouvoir jumeler avec quelqu'un dans un top 4, puis quelqu'un de plus offensif. Mais généralement, joueur qui va jouer à droite sur ta 3e paire, puis qui va vraiment là, comme solidifier ta défense, puis un gars qui va être capable de jouer là, le 16, 17, 18, 19, 20 minutes nécessaires, puis qui est capable justement là, comme de solidifier ta 3e paire, puis de faire en sorte qu'il n'y a rien qui passe, puis tu peux le faire. Tu n'auras jamais de problème à l'envoyer contre les meilleurs de l'autre équipe, parce qu'il est capable de défendre. Après ça, est-ce qu'il va être obligé de la sortir par la bande ou par la baie vitrée, peut-être? mais tu sais, c'est ça. S'il était capable de faire plus que ça au niveau de la Ligue nationale, ben, il serait pris probablement plus haut que ce qu'il va être pris, mais en bowling, quand même un bon joueur, puis il a bien fait au tournoi. Même chose pour Ben Eric, puis le goaler aussi qui était quand même très bon. Puis sinon, d'autres joueurs qui ont été corrects sans plus, je dirais, Humphreys, puis Will Scahan. C'est ça. ils ont été corrects, ils ont été présents. Ils n'ont pas nécessairement été mauvais, là, mais c'est juste rien de spécial. Fait que passons au prochain. Et le prochain, ça va être la Suède. Juste le mettre devant mes yeux pour que je puisse voir un petit peu. Puis ici, on va aller en arrière. Comme ça. On va cliquer sur la Suède. Comme ça, on va voir les stats. Puis ici, dans le fond, pour faire ça simple, il n'y a pas grand monde qui m'a impressionné. Pour rendre ça simple, dans le fond, là, ils n'ont pas vraiment l'équipe pour impressionner, vraiment. Je veux dire, des joueurs là-dedans, il y en a qui sont classés dans la première ronde.
Il y en a quand même 3-4. Il y en a pas qui sont classés très haut dans la première ronde. Mais c'est pas des joueurs comme incroyablement talentueux. Là. C'est Lucas Pettersson, Linus Eriksson, qui lui, dans le fond, c'est un joueur qui est proche de la première ronde, à mon avis. Mais il y en a qui l'ont classé comme dans 90 ou une affaire comme ça. Alphonse Fry, l'autre défenseur, Leo Salin-Valenius, qui est d'ailleurs, selon moi, le meilleur joueur du tournoi pour la Suède, là, c'est Leo Salin-Valenius. Je sais que c'est pas le défenseur qui a produit le plus. Il y a 3 points. Ouais, ça, il y a 3 points en 7 matchs, fait que c'est rien de spectaculaire de son côté, mais je trouve qu'il défendait bien, je trouve qu'il bougeait bien sur la glace, il avait des bonnes jambes, il avait une bonne vitesse. Il tenait bien son espace entre lui et les attaquants, dans le fond. Là, il défendait bien de ce côté-là. Quand le monde arrivait en contre-attaque, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Il en donnait pas, du moins. C'est pas le gars le plus physique en tant que tel, mais il est capable de couper les passes, il est capable de se placer dans le chemin de la rondelle, il est capable justement de jouer la contre-attaque et d'empêcher que les jeux se fassent à l'intérieur. Fait que, ouais, je trouve qu'en bout de ligne, il est bien fait. C'est sûr que, offensivement, même si je trouve qu'il a bien joué là, à sa ligne bleue, là, je trouve qu'il bougeait bien le long de la ligne bleue pour essayer d'ouvrir les lignes de passe et des lignes de tir. C'est pas un joueur offensif. C'est pas un joueur offensif dans sa ligue non plus, si je me trompe pas. Là, on va même aller voir ici. Là. Leo Salin-Valenius. Comme ça. C'est ça. Fait que là, il y a 42 points en 43 matchs dans le U20, dans le fond, là, la nationale en Suède, qui est pas une grosse ligue, mettons. Mais c'est quand même une bonne production, parce que si on clique dessus, on va aller voir ça. Je suis un peu curieux, je l'ai pas checké, ça fait longtemps. Puis là, on va faire juste défenseur. On va mettre ça à draft eligible. On va mettre ça, mettons, à 10 games. C'est pour être sûr de classer du monde qui ont quand même joué une bonne partie de la saison. Comme ça. Fait que là, on y va par point par match. Noel Franzen puis Leo Salin-Valenius qui a une meilleure production que Alphonse Fry. Puis Alphonse Fry a une meilleure production que lui au tournoi. Même chose pour Dominic Badinka. Fait que, bon, là, si on fait all-time, il est à presque un point par match. On va aller le retrouver là-dedans. All-time. 98, fait qu'il devrait être ici. Fait que tu vois, même production que Erik Karlsson. C'est probablement un futur Erik Karlsson. Non, pas du tout. Je l'ai pas cliqué dessus. Fait que tu sais, la production en Suède est bonne. Dans le fond, qui est le contraire exactement de ce que je venais juste de dire. Mais, quand c'est un... Je sais pas. J'ai vu 2 matchs en Suède. J'ai vu son match là... ses matchs pendant le U18 dans le fond. Puis c'est pas un joueur qui m'a l'air d'être un joueur là, d'offense vraiment. T'sais, il amène pas une tonne d'offense. Comme je dis, il bouge bien sur le long de la ligne en tant que telle, la ligne bleue. Il essaye d'ouvrir des lignes de passe, il essaye d'ouvrir des lignes de tir. Il place la rondelle au filet pour justement essayer de faire des déviations. Mais c'est pas un joueur qui est nécessairement créatif. Là. Quand on regarde ça, là, quand on regarde froidement de la façon qu'il joue, c'est pas un joueur qui est vraiment créatif avec la rondelle. Il a pas l'air de Ziv Bouyem, admettons. Ziv Bouyem, tu le regardes bouger, puis il te vend 18 affaires avant de faire un jeu, puis après ça, la rondelle, elle s'en va où ce que tu pensais nulle part où ce que tu pensais qu'elle s'en allait. Dans le fond, pour faire ça simple, là, il est extrêmement créatif. Dans sa tête, dans le fond, dans la façon qu'il joue. Tandis que Leo Salin-Valenius, c'est pas comme ça. Puis c'est pas un gros gars non plus, c'est un gars genre comme 6 pieds. Ouais, ça, 6 pieds. Fait que, tu sais, va falloir qu'il soit bon défensivement. Mettons, là. Mais en bout de ligne, c'est un joueur que j'aime bien. Si on passe au prochain, puis dans le fond, si on passe au prochain, le seul autre joueur que j'ai vraiment. Je pourrais pas dire vraiment aimé, parce que c'est pas comme si Leo Salin-Valenius, c'est le joueur. Je l'ai vraiment aimé. J'ai aimé comment il a joué. Mais un autre que j'ai aimé beaucoup, mais qui n'a pas joué beaucoup, c'est Alexander Zetterberg. Mais c'est un joueur de 5 pieds 8. Fait que c'est sûr que moi, en tant que fan du Canadien, je veux rien savoir. J'en veux juste pas de joueurs comme ça. On en a un, puis on a un défenseur après ça à comme 5 pieds 9 là, sur ses patins. Mais sinon, en dehors de ça, j'en veux pas d'autres. Fait que c'est ça, il était très bon. Puis selon moi, c'était offensivement, là, parmi les joueurs comme Linus Eriksson, qui est généralement un joueur qui est très bon, ou Lucas Pettersson, qui est aussi généralement très bon. Je trouve que Zetterberg, c'est le plus dynamique et le plus créatif. Mais le fait qu'il est 5 pieds 8, il y a comme 1.3 points, une affaire comme ça dans la ligne de U20 là, en Suède. Fait que c'est pas comme si sa production là, est
elle est phénoménale. Là. Sa production est loin d'être phénoménale. Elle est juste correcte. Là. Elle est 0.3 points par match au-dessus, dans le fond, de Léo Salen-Valenius. Fait que ça vous donne un peu une idée. Là. À 5 pieds 8. Fait que, mais, ouais. Tout ça pour dire que dans le tournoi en tant que tel, je trouve qu'offensivement, à l'attaque, c'était leur meilleur joueur, mais il a été blessé comme dans le 3e match, là, ou quelque chose comme ça, je me trompe pas. Sinon, partner à la défense, Alphonse Fry. Ou eux autres, ils disaient Frey, mais je pense que c'est Fry, parce que je suis pas mal sûr que quand que je l'écoute, les fois que je l'ai écouté, c'était Alphonse Fry. Un enfant comme ça. Fait que peu importe. Il était bon. Comme d'habitude, un petit peu chaotique en offense, ce qui amène un petit peu de chaos à la défense aussi. Mais il est très bon pour créer de l'offense. Il est capable de bouger up and down dans la zone offensive. Il est capable de bouger est-ouest dans la zone offensive. C'est un bon passeur, il n'y a pas un gros tir, mais il est capable de placer la rondelle pour des déviations, là, un peu comme Léo Salen-Valenius. Mais il est plus créatif quand même. Là, il est capable de bouger pour créer un petit peu d'espace. Il descend, il attire un défenseur sur lui, il envoie la rondelle en arrière sur un joueur qui le suit par en arrière. Fait que il y a plus de créativité, il y a plus de talent offensif en tant que tel, il y a une meilleure vision, il est capable de passer les pucks à travers des petits passages. Dans le fond, là, entre les bâtons et entre les patins, il a la capacité de le faire. Une chose, par contre, c'est un joueur qui arrête de bouger quand il le fait. C'est comme quand il arrête de bouger, c'est comme il signale qu'il y a quelque chose qui va se passer dans pas trop long. Mais ouais, c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur justement que je débat un peu si je vais avoir dans ma première ronde, si je vais pas avoir dans ma première ronde. Je suis pas sûr à 100% encore. Tu me disais, je suis en train de finir ma liste là. Je suis en train de faire ça. Je faisais ça avant le podcast, puis je vais aller faire ça après le podcast probablement. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ça se peut qu'il fasse partie des joueurs que j'aimerais qu'il soit dans la première ronde, mais qui ne peut pas se rendre dans la première ronde dû à quelques facteurs comme le fait qu'il est chaotique. Sinon, d'autres joueurs qui ont été bons, mais pas spectaculaires. Melvin Fernstrom, Lucas Pettersson, Linus Eriksson, Victor Nordlund. Tous des joueurs qui ont été quand même bons. Nordlund, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui, fait que je peux pas en parler bien. Sinon, Linus Eriksson, c'est un joueur que j'aime bien. Même chose pour Lucas Pettersson. C'est pas des joueurs ultra talentueux. Lucas Pettersson, je trouve qu'il est un peu comme à la Yzerman dans le tournoi. C'est un joueur qui se démarquait bien, qui trouvait des espaces libres sur la glace pour envoyer des tirs. C'était pas le meilleur créateur de jeu, à mon avis. C'est pas le meilleur patineur. C'est pas le joueur le plus fort. C'est pas un gars qui gagne toutes ses batailles, le plus combatif de tous les joueurs non plus. C'est pas le plus gros des joueurs non plus. Mais c'est un gars qui est bon pour justement trouver l'espace libre puis se placer dans l'espace pour des tirs. J'aimais bien la façon qu'il jouait dans le tournoi. Est-ce que c'était exceptionnel? Non, mais il a quand même fini avec 8 points en 7 matchs sur une équipe qui était quand même relativement moyenne. On s'entend que la Suède n'était pas en dehors de la 3e période contre le Canada où ils ont décidé d'y aller all-in. Puis que le Canada n'était plus capable de toucher la rondelle du tout. En dehors de ça, c'est pas comme si c'était une équipe qui a démontré qu'elle était vraiment dominante ou qui était prête à gagner le tournoi, là, mettons. Mais je trouve que c'est ça. Linus Eriksson, puis Pettersson, puis Fernstrom, ils ont quand même bien fait. C'est les 3 meilleurs producteurs en tant que tels. Mais je pense que Pettersson, c'est lui que j'ai aimé le plus dans ces 3-4-là, justement, à cause de sa capacité à se démarquer puis à trouver l'espace libre sur la rondelle pour faire des tirs sur le but. Puis il joue proche du net aussi. Hein. C'est pas un gars qui trouve l'espace libre comme sur le long de la bande. Il trouve son espace libre proche du net. Fait que même s'il est un petit peu à l'extérieur, il est quand même proche du net. Fait qu'il est capable de faire des... Tu sais, j'ai vu une couple de fois comme... T'avais Fernstrom qui descendait le long en arrière du net, dans le fond, puis lui, il allait se placer comme juste en avant du rondelle, un petit peu à l'avant du rondelle. À l'avant du but, puis juste un petit peu à l'extérieur pour que Fernstrom puisse faire un petit backdoor pass, puis que lui puisse la slapper dans le fond sur le net d'un coup. Puis ça a passé proche de fonctionner une couple de fois, puis je sais pas, j'aimais bien ça. J'aimais bien la façon qu'il jouait, mais c'était pas rien d'exceptionnel en tant que tel. Fait que la Suède, c'est pas mal ça, c'est pas qu'ils sont décevants, c'était pas nécessairement décevant, c'est juste qu'ils ont pas... Il n'y avait pas une grosse équipe cette saison, il n'y avait pas une grosse équipe. Les joueurs là-dedans, là, qu'on prenne Lucas Pettersson, qu'on prenne Linus Eriksson, qu'on prenne Alphonse Fry ou Léo Salen-Valenius, c'est tous des joueurs qui sont classés en première ronde par certains, classés en 2e ronde par certains, puis il y a d'autres joueurs comme Linus Eriksson qui sont classés comme en 3e ronde, si je me trompe pas. Mais...
c'est quand même ces 3-4 joueurs qui sont classés en première ronde, mais c'est plus vers la fin de la première ronde. Il n'y a personne, je pense pas, qu'il y a Lucas Patterson dans son top 15, admettons. Du moins, je serais surpris. Fait que c'est pas mal ça. On passe au prochain. Puis la prochaine, c'est la Finlande. Puis j'étais pas impressionné. Ouais, c'était un peu rough pour eux autres, c'est plat, parce qu'en plus, c'était chez eux. Là. Mais des joueurs là, comme Konsta Helenius puis Emil Hemming, qui eux à la base c'est des joueurs qui ont joué contre des pros toute la saison. Je m'attendais, surtout Konsta Helenius, parce que Konsta Helenius c'est un gars qui a une très 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 bonne production au niveau de la Liga, qui est une ligue qui est dure à faire des buts, qui est une ligue ultra défensive. C'est une ligue, t'as beaucoup d'espace à cause de la glace, même si ça varie, là, mais en bout de ligne c'est ultra défensif. Les systèmes sont défensifs et malgré tout, il a réussi à faire quand même des bons points. Là, plus que des bons points, là, des excellentes productions. On y va ici. Konsta. Pas Konstantinos. Konsta Helenius. Comme ça. Clique sur le petit bonhomme. Konsta Helenius, 36 points en 51 matchs dans la Liga, c'est plus que bon. C'est excellent parce que si on va voir ça, là, on va tricher un petit peu puis on va aller voir ça. On va mettre ça. Draft eligible. Comme ça. Points par match. Ça, c'est cette saison, évidemment. Puis on descend à all time. Fait que là, Konsta Helenius, où te trouves-tu? Konsta Helenius, il est 14e dans l'histoire de la Liga en termes de production, points par match. Alors, il est au-dessus de joueurs comme Joel Armia, mais qui est un joueur qui était très bien vu à ce moment-là. Jesse Puljujärvi, Jesperi Kotkaniemi, Mikko Rantanen. Il est au-dessus d'Artturi Lehkonen. Fait on s'entend, là, la production est très 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 bonne. C'est sûr que c'est pas le joueur le plus talentueux en tant que tel. C'est un joueur qui a une très bonne vision. C'est une très bonne vision. C'est un joueur qui est créatif avec la rondelle, qui est capable d'envoyer les rondelles dans l'espace libre pour créer les jeux. Il est comme 2-3 moves en avant de tout le monde quand il est dans la zone offensive. Fait que c'est quelque chose qui va se transmettre à la Ligue nationale. Fait que je suis quand même surpris qu'un gars qui a 36 points en 51 matchs dans la Liga, il arrive puis il a comme 7 points. Si je me trompe pas, là, c'est ça. On va juste retourner en arrière ici. On va cliquer sur la Finlande. Stats. Et voilà. Ouais. Fait que quand c'est ça, 7 points. Fait que 7 points en 5 matchs. Toutes des passes, dans le fond. Là. Même s'il a fait plusieurs tirs, il a pogné aussi 2-3 poteaux, si je me trompe pas. Là. C'est pas énorme pour un gars qui arrive à la Liga, puis comme je te dis, qui est productif comme ça en Liga, puis il arrive contre U18, puis il a 7 points. Ça aurait pu être plus, puis ces opportunités, justement, là, c'était-tu en quart de finale qu'ils ont joué contre la Finlande? Attends un petit peu, ça, on va ici, mettons. Ouais, ça, en quart de finale contre la Suède, je voulais dire, dans le fond, là, il a été excellent. Il a eu des bonnes chances de marquer, puis il n'a pas réussi à marquer. Justement, il a pris un tir de l'enclave, puis dans le fond, il a fait une belle passe, il s'est replacé dans l'enclave, il a reçu la rondelle, puis il a fait un tir du poignet, puis il a pogné le poteau. Il a passé proche plusieurs fois de pouvoir racheter des points à sa production, puis justement aider à gagner son équipe, mais il n'a pas réussi. Hein? Mais j'aime ça qu'il réussisse, puis qu'il prouve un peu plus qu'est-ce qu'il a réussi à prouver pendant la saison, dans le fond. Parce que je sais qu'il y a beaucoup quand même de détracteurs pour Konsta Helenius, tout le monde qui dit que c'est un gars de soit middle six ou sinon de deuxième ligne. Tu sais, quand même, jusqu'à un certain point, je suis d'accord, mais il est plus talentueux que ce que le monde laisse sous-entendre quand même. C'est pas un gars qui a pas de talent, là. C'est un gars qui est quand même bourré de talent, c'est juste que il est pas extrêmement dynamique, il est pas extrêmement explosif sur ses patins, c'est pas le gars qui est, c'est pas Demidov là, avec ses mains ou avec sa tête ou avec la façon qu'il voit le jeu, mais c'est un gars qui est quand même très productif au niveau de la Liga, qui a un bon jeu défensif, qui est capable de gagner ses batailles le long des bandes, puis qui joue fort même s'il est pas si gros que ça, mais qui a une très très bonne vision, puis qui a la capacité de placer la rondelle où ce qu'il veut l'envoyer. Fait que je pense que c'est quelque chose qui se transmet très bien. Sinon, un autre joueur qui a été bon, mais sans plus, c'est Emil Hemming. Puis c'est un autre joueur qui, dans leur dernier match, il a pris des tirs, mais il a pris des tirs de quand même relativement loin. Au lieu de s'approcher au filet, puis de
Avec son gabarit, avec ses mains puis son gabarit, c'est le type de joueur qui devrait être capable de jouer dans le milieu de la glace ou proche du filet, puis style bumper si on veut, là, puis l'envoyer tirer sur le net sans arrêt avec tout le power qu'il a. Puis il a un très bon tir, il a un gros gabarit, il a les bonnes mains, c'est pas le meilleur des patineurs, mais n'empêche, place-toi au milieu puis fais tes tirs à partir de là, tu vas avoir bien plus de chance. Mais il jouait contre la Suède, puis je l'ai vu plusieurs fois essayer de prendre un tir de loin, je comprenais pas pourquoi. Comme, au moins essaie de t'approcher. Repositionne la rondelle. Renvoie-la à quelqu'un de libre, repositionne-toi vers le milieu, puis va tirer au milieu. Tu joues contre des U18, tu as joué toute l'année en Liga, puis tu fais 6 pieds 2, tu as un tir qui est quand même assez foudroyant, tu as des bonnes mains, mais tu le prends de l'extérieur quasiment à la ligne bleue. Ben, chacun leur choix. J'étais pas impressionné par aimer. J'aime les skills qu'il amène, mais j'ai aimé aussi quand... Il était très bon au U18, le Elinka, en début d'année. Mais plus ça avance, plus c'est dur de le garder dans la première ronde, à mon avis. Il y a quand même une bonne production. C'est pas nécessairement mauvais, 6 points en 5 matchs avec 4 buts. C'est pas une mauvaise production, c'est plus qu'un point par match. Mais ça commence à être dur un peu des fois de garder en première ronde ou d'aimer son jeu overall, dans le fond. Je veux pas être trop négatif non plus, c'est pas ça le but. Là. Je veux pas commencer à taper sur des gars de 17 ans, 18 ans. C'est juste. J'aimerais ça en voir plus. À chaque fois que je le regarde, j'aimerais ça en voir plus. Mais tu sais, c'est comme si on sait que c'est là, mais il le fait pas. Émile Hemming, c'est à suivre. On verra bien que ça donnera un jour. Un autre joueur qui me déçoit un peu, mais ça fait comme des années là, que je suis déçu, c'est Aaron Kiviarju. C'est le type de joueur que on sait qu'il s'en vient depuis des années. Que je pense qu'il jouait comme NHL, je sais pas moi, 2019 quasiment, là, ou whatever, puis il y avait comme un tag franchise dessus quasiment. Ça fait, tout ça pour dire que ça fait comme 3, 4, 5 ans là, qu'on entend parler d'Aaron Kiviarju, puis comme quoi c'est le prochain top défenseur offensif, tout le kit. Puis finalement, ben, c'est assez évident là, qu'il a comme plafonné. Puis que ça. il progresse plus. Dans le fond, il a comme progressé plus vite que tout le monde de son âge pour finalement plafonner. Puis là, ben, tout le monde le dépasse. Puis c'est sûr, cette année, il a été blessé. Fait qu'il peut pas. Il peut pas t'impressionner pendant qu'il joue pas, évidemment. Mais là, il arrive au U18. Puis c'était ordinaire. Hein. Il a fait 3 points. C'est ça? Ouais, fait que 3 points en 5 matchs. Fait que c'est pas nécessairement que la production est mauvaise, parce que c'est pas nécessairement mauvais, mais c'est vraiment juste de ce à quoi on s'attendait de Kiviarju, puis qu'est-ce qu'on reçoit depuis 2 ans, c'est vraiment c'est deux mondes, parce que même encore, si on prend son U18 l'année passée, il y a eu comme 7 points en 5 matchs, une affaire comme ça dans le U18. Puis, il y a beaucoup de monde qui disait comme quoi c'était excellente production pour un gars qui est dans son draft -1. Mais le fait, c'est que dans ces 7 points-là, il y en a comme 4 qui c'est contre la Norvège. Fait que tu sais, c'est. En bout de ligne, il y a eu comme 3 matchs d'1 point, puis un match de 4 points contre l'équipe la plus faible du tournoi. Si on y va ici, là, on va aller voir. Là. Pour être sûr que je dis pas n'importe quoi, même si je l'ai vérifié tantôt. Aaron Kiviarju. Ouais, ça. Fait que là, ça, c'est l'année en cours. L'année précédente, quand il est allé ici. Ouais. Fait que là, on va aller voir ses matchs. Ouais, ici. 2023. Voilà dans le fond, le U18. Là. Il y a 3 matchs d'1 point. Un contre les Suisses, un contre Latvia, un contre les États-Unis, puis 4 contre la Norvège. Tout ça en jouant 25 minutes par match. Fait que tu sais, c'est pas comme si. Quand tu regardes ça froidement, 7 points en 5 matchs, draft -1, tu te dis OK, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais en bout de ligne, quand tu digues un peu plus, puis quand tu regardes, tu sais, il n'a pas été mauvais. Là, je suis pas en train de dire qu'il a été mauvais ni à celui de cette année, ni à celui de l'année dernière. Mais il n'a pas été spécial non plus. Il était très loin de ce à quoi on s'attendait à voir avec Aaron Kiviarju. Puis tu sais, dans le fond, là, c'est. Comme je dis, c'est que l'année passée en Liga, il était vraiment pas impressionnant. Cette année, il a presque pas joué. J'ai pas vu aucun de ses matchs de Liga, mais
Je suis sûr qu'il n'était pas impressionnant encore. Dans le U18, il n'était pas impressionnant. Dans le U18 de l'année passée, il était correct, mais il n'était pas impressionnant. Fait que ça fait longtemps qu'il n'est pas impressionnant, là, Aaron Kiviaju. Fait que moi, en tant que tel, j'ai vraiment de la misère à considérer Kiviaju pour la première ronde. C'est un petit joueur, c'est un joueur de 5 pieds 9, 5 pieds 10. C'est pas un excellent patineur. C'est un patineur qui est shifty, dans le fond, qui est rapide sur ses patins dans la façon qu'il bouge est-ouest ou est-ce qu'il part par en avant, est-ce qu'il passe sur le côté, tu le sais pas, il joue bien avec ses pieds, il a un bon jeu de pied, mais c'est pas un joueur qui est rapide nécessairement ni de reculons ni par en avant, c'est pas un gars qui transitionne la rondelle par lui-même d'un bout à l'autre sans arrêt. Il se fait arrêter parce qu'il n'y a pas le patin pour. C'est pas un Cale Makar. Même si c'est un peu ça qui nous avait été vendu depuis des années, puis sa progression avait l'air de ça jusqu'à temps qu'il atteigne comme 16 ans ou 17 ans, puis que là il stagne, puis finalement ben ça marche plus. Fait que c'est ça, c'est plate, mais ça arrive quand même relativement souvent. Mais tu sais, il y a encore un certain potentiel. Ça se peut très bien que le U18 de cette année, c'est juste parce qu'il était. Quand je pensais qu'il était rouillé, là, après pas avoir joué pendant autant de temps, ça se peut très bien qu'il était juste rouillé. Mais ça me fait penser un peu à Cam Allen l'année passée, là, un joueur que la majorité du monde voyait dans le top 15. Pas un gros défenseur, mais un défenseur qui était mobile, un défenseur qui jouait bien offensivement, puis défensivement. Mais en bout de ligne, Cam Allen, il a eu une saison horrible dans son année de repêchage, puis il a été repêché comme en tout cas 3e, 4e, 5e ronde, quelque chose comme ça. Ça va pas mieux cette année. Fait que c'est un moment donné, ça va pas mieux. On va voir l'année prochaine, mais je te dirais que si l'année prochaine ça va pas bien mieux que cette année, Kiviaju, on peut pas mal oublier ça. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, ils ont eu Suo Niemi qui a aussi bien joué. Là. Mais tu sais, Suo Niemi, je sais pas c'est qui. Si on clique dessus. Là. Un autre petit joueur, 5 pieds 10, pour le NHL Draft 2024. 26 points, 27 matchs dans le U20 de la Finlande. Fait que, tu sais, on passe à autre chose. Fait que, il y a eu un bon tournoi, par contre, il a été très bon. Dernière équipe, le Canada, qui est les gagnants de l'or. C'est fou, pareil, hein, quand on y pense, à quel point que, tu sais, le Canada a gagné, puis oui, il a gagné avec l'aide de Trevor Connolly, qui a donné une pénalité de 5 minutes, puis qu'on a fait 3 buts à la pénalité, mais on était quand même juste à 1 point en arrière. Là. C'est pas comme si on était 8 points en arrière. Il y avait un but de différence à ce moment-là quand c'est arrivé, puis on a juste marqué 3 fois après. Mais c'est fou qu'on est capable de compétitionner avec des équipes comme justement les États-Unis qui, eux, jouent ensemble depuis 2 ans, puis qui ont tous leurs meilleurs joueurs, à part les joueurs d'université, dans le fond. Là. Mais tu sais, nous, de notre côté, on n'a pas Celebrini, on n'a pas Catton, on n'a pas Lindstrom, on n'a pas Dickinson, on n'a pas Parek, on n'a pas Seneca, on n'a pas Parasak. Ça en fait là, des joueurs là, qui sont pas là parce que c'est des joueurs qui sont dans leur série. Fait qu'ils peuvent pas jouer. Soit qu'ils sont dans leur série ou soit qu'ils ont des petites blessures à régler, là, un peu comme Catton puis Lindstrom. Mais sinon, tu sais, Parek, Dickinson sont en série, Seneca est en série, Parasak est en série, Celebrini, je sais pas pourquoi il est pas venu, mais. Probablement parce que ça ne tentait pas. je sais pas, pour vrai. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est fou que quand tu considères qu'il y a autant de bons joueurs, c'est presque tous des joueurs top 10, là, à part de peut-être Parasak. Mais Parasak, c'est pas un joueur top 10. Puis peut-être Seneca. Ça se peut que Seneca ce soit un joueur top 10. Ça se peut qu'il soit un joueur très proche de top 10. Pas Parasak, mais Seneca, oui. Ça fait quand même 4-5 joueurs top 10 ou presque. Plus un joueur de première ronde en Parasak qui peuvent pas être là. Puis ça, c'est juste ça que j'ai pensé sur le moment. Là, je sais pas s'il y en a d'autres vraiment comme ça, mais en bout de ligne, c'est fou qu'il manque autant de bons joueurs qui sont dans les séries dans la CHL puis qu'on réussit à gagner pareil puis de compétitionner contre des équipes comme les États-Unis. Fait que, c'est fou. C'est ça que je voulais dire. Sinon, pour ce qui est des joueurs, je vais juste retourner en arrière. Là. Un de mes joueurs préférés du tournoi, là, c'est sûr, on enlève McKenna là-dedans puis Higgins qui sont des joueurs exceptionnels. Là. Mais pour le Canada, un joueur qui est vraiment, vraiment qui m'a impressionné. Puis c'est un joueur que j'aimais déjà, mais c'est pas. C'était loin d'être mon préféré. Là. Mais la façon qu'il a joué au U18, puis je sais que ça sera jamais comme un driver d'offense dans la Ligue nationale, un affaire comme ça, là, mais c'est Cole Baudouin. Là. Cole Baudouin a tellement bien joué. Là. Il a joué avec acharnement. Sur le forecheck, il était juste
pas arrêtable. C'était juste une boule qui frappait tout. Il essayait de défaire tous les jeux avec son bâton. Il patinait. C'est un gars qui est très nord-sud. C'est pas un gars très très est-ouest. Mais n'empêche, là, il y a plein de séquences là, où dans la zone neutre, il frappe un gars, la rondelle s'en va un peu plus loin. Un gars des États-Unis qui ramasse, pas frappe le gars des États-Unis, ramasse la rondelle, fait une passe, il part à patiner dans la zone offensive, il s'en va directement au net, reçoit la rondelle, fait un tir sur le net, part la rondelle, repart de l'autre côté, il back-check à full train, frappe le gars, ramasse la rondelle, fait une passe en zone neutre, la rondelle repart de l'autre côté. Le gars, il était partout sur la glace. Il était sur le penalty kill. Défensivement, il était juste pas arrêtable. Je dirais en termes de physicalité dans le tournoi, c'était probablement un des meilleurs. Il utilisait son corps extrêmement bien pour protéger la rondelle autant que pour enlever la rondelle aux joueurs. C'est sûr qu'offensivement, il y a eu comme 4 points, si je me trompe pas. Ouais, c'est 4 points en 7 matchs. Offensivement, ça ne sera jamais un grand créateur d'offense en tant que tel. C'est pas son style de jeu, c'est pas nécessairement son talent non plus. Il n'y a pas la plus grande vision, il n'y a pas le meilleur des tirs, il n'y a pas le meilleur des coups de patin, il n'y a pas grand chose offensivement en tant que tel. C'est pas nécessairement qu'il est mauvais, il y a comme 1 point par match dans la OHL là, qui est quand même très bon, mais c'est pas... mettons qu'on s'attend pas à une explosion offensive l'année prochaine de son cas. C'est vraiment juste... C'est un joueur extrêmement complet, dans le fond. Là. Mais c'est le type de joueur que tu aimerais avoir dans ton équipe comme centre sur ta 3e ligne pour solidifier ton équipe, pour jouer contre les... C'est un joueur que tu n'auras jamais peur de mettre contre la meilleure ligne de l'autre côté parce que tu sais qu'il va te donner une bonne chance dans le cercle des mises en jeu. Tu sais qu'il va forechecker super fort quand la rondelle va être dans la zone offensive. Tu sais qu'il va backchecker, il va supporter ses défenseurs, il va toujours être en espace libre pour recevoir la rondelle en support call, short support, je sais pas trop comment on dit. Mais tu sais, juste un joueur qui a un impact partout sur la glace, mais qui a un impact un peu moindre en zone offensive. Mais n'empêche que c'est le type de joueur, t'en as besoin des joueurs comme ça. T'sais, la façon dont je le vois, c'est un peu comme un Nathan Gaucher. C'est pas l'année passée, Nathan Gaucher, c'est l'autre année d'avant, si je me trompe pas. C'est un peu comme un Nathan Gaucher avec un peu plus d'offensive. Fait que tu sais, c'est un très bon joueur. Puis dans le tournoi, je trouve qu'il a été un des meilleurs du Canada. Du moins, un des plus utiles. Je sais pas combien de temps qu'il a joué. Il doit avoir joué une tonne. On va aller voir ça tout de suite. On va écrire ici. Cole. Baudouin. Comme ça. On descend en bas. Ouais, ça, tu vois. Contre les États-Unis, il a joué 20 minutes. Contre la Suède, il a joué 22 minutes. Sinon, avant ça, il a joué 19 minutes, 15 minutes, 16 minutes. Fait qu'il a joué beaucoup, surtout pour un joueur d'avant. Puis il y a une raison pourquoi il a joué beaucoup, c'est parce qu'il était extrêmement utile sur la glace. Fait que, il joue proche du net, il joue très physique. C'est ça. Il crée du chaos partout ce qu'il va. Sinon, en dehors de ça, ben évidemment, Gavin McKenna, qui est juste fantastique. Mais tu sais, n'importe qui l'a regardé à Medicine Hat, en regardant Lindstrom ou en regardant Basha, ils savent très bien, dans le fond, là, que c'est qui McKenna, parce que c'est la... Même si Lindstrom est dans cette équipe-là, puis c'est un joueur top 5, top 10, Basha, qui est peut-être un joueur top 20 dans le repêchage, n'empêche que la pierre angulaire de cette équipe-là, ça reste que c'est McKenna, puis il a 16 ans. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est un gars c'est tellement un bon manipulateur. Un des meilleurs manipulateurs que j'ai vu depuis longtemps, là, c'est pour vrai. La façon qu'il est capable d'ouvrir de l'espace en utilisant son bâton puis ses yeux, c'est incroyable. C'est genre le Lane Hudson à l'offense. Dans le fond, mais sans moins de shakeage. Plus avec les yeux puis avec les mains qu'en shakant son corps de gauche à droite à la Lane Hudson, dans le fond. Là. Mais c'est ça, un excellent manipulateur. Puis écoute, il a fait une tonne de points cette saison. Je me souviens même pas. On va aller voir ça tout de suite. On va faire Gavin McKenna. 16 ans, c'est ça. Fait 97 points en 61 matchs, incluant 34 buts. Pas mauvais. Tout ça pour dire que finalement, il était excellent. Il était excellent dans le tournoi. Il était excellent toute la saison. C'était le meilleur joueur à Medicine Hat. Puis c'est un gars qui ne se fera pas drafter avant 2026. Des excellentes mains, excellent manipulateur, vision
hors pair. Il est capable de placer la rondelle dans les plus petits passages qui existent. Là, c'est entre les patins, entre les bâtons, entre n'importe quoi. Si la rondelle peut passer, il est capable de l'enfiler là. Puis elle va passer sur le tape, l'autre côté, il va te la mettre dessus. C'est juste super bon. De ce côté-là, il est ultra créatif aussi avec la rondelle. Souvent, tu penses qu'il s'en va d'un côté avec, mais non, il y a drop en arrière, quelqu'un la ramasse, puis il fait un tir. Il a des yeux partout autour de la tête, il est ultra créatif, il a des excellentes mains, il est capable de vendre n'importe quoi. Il va au filet. T'sais, combien de fois qu'il a pris la rondelle dans le tournoi puis qu'il l'a juste coupé au filet puis il a essayé de passer à travers toute la défense pour essayer de la mettre du côté extérieur. Je sais pas, il a dû faire ça comme 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, je sais pas, là, mais n'empêche, c'est ça. Fait que Gavin McKenna, tout un joueur, il va être tout un joueur, c'est juste... C'est ça. Il est juste excellent. Sinon, son coéquipier, pas dans la WHM, mais dans le tournoi, Potter Marton, excellent aussi. Lui, c'est un joueur l'année prochaine. Il serait pratiquement un lock là, pour le top 5 ou au minimum top 10. On sait jamais, là, mais je serais quand même surpris qu'il sorte du top 10. Là. Un gros gars de comme 6 pieds 3, si je me trompe pas. Il a eu une excellente draft -1. Le gars, c'est un monstre. Il est gros, il est quand même rapide, il est très créatif. C'est un super bon finisher. C'est un très bon tireur. Il va au net. Tu sais combien de fois justement que McKenna avait la rondelle sur son bâton puis que tu voyais Potter Marton partir à toute vitesse, foncer vers le net en essayant justement de ramasser la rondelle avec soit son bâton, ses patins ou n'importe quoi pour qu'elle rentre dans le net. C'est ça Potter Marton, mais il est aussi capable de créer en ayant la rondelle. C'est pas juste un gars qui finit, c'est un gars qui est capable de créer aussi. Pas au même point que McKenna évidemment, mais n'empêche que c'est un allié de 6 pieds 3 qui est capable de patiner, qui est capable de driver la rondelle, qui est capable de finir avec la rondelle. Bon, c'est ça. Juste excellent, puis il l'a démontré encore, puis encore en termes de points pendant le U18, il y a eu 17 points en 7 matchs, fait que ça le démontre là, qu'il est excellent. Sinon le prochain TJ Ginla, puis ça c'est une performance qui me fait un petit peu peur, parce que 12 points en 7 matchs, c'est une excellente performance, puis aussi c'est pas juste son pointage, parce qu'on s'entend que TJ Ginla, il a pas été excellent à tous les matchs, mais il était excellent dans certains matchs. Puis c'était pas juste sa production, c'était pas juste ses passes, c'était la façon qu'il forecheckait, de la façon qu'il patinait à toute vitesse, puis qu'il bougeait son bâton de gauche à droite, essayait de couper les lignes de passe sur le forecheck. Il jouait. Ça paraissait qu'il était là pour gagner. Hein, c'est un joueur qui voulait gagner. C'était pas un passager, mais pas du tout. Il allait dans les coins, il allait le long de la bande, il allait en arrière du filet, il essayait de ramasser la rondelle, il gagnait ses batailles. Comme je disais, il back-checkait en fou, il forecheckait en fou, il faisait des jeux avec la rondelle, il faisait des tirs au net, il allait pas toujours dans le trafic, pas toujours au milieu, mais il y a plusieurs fois qu'il a essayé de crasher vers le net en essayant de recevoir la rondelle. Super bon tir, encore une fois, mais ça on le savait déjà. Tu sais, extrêmement complet comme performance, mais ça change rien au fait que je trouve que si les dirigeants du Canadien ont regardé, je sais qu'ils l'ont regardé parce qu'ils étaient là, mais tu sais, s'ils ont vu TJ Ginla puis ça les a convaincus que c'est un joueur de top 5, je peux pas cacher que je serais déçu un peu d'avoir TJ Ginla au numéro 5. Tu sais, j'irais pas pleurer dans mon salon, là. mais je serais quand même un petit peu déçu parce que je trouve que ça serait quand même manquer un peu de vision là, de pas prendre un meilleur joueur parce que tu trouves que TJ Ginla a bien fini ça avec un bon U18. C'est sûr qu'il y a eu une progression fulgurante pendant la saison. Il a bien commencé ses séries, ça l'a moins bien fini, mais il a bien commencé les séries puis il a commencé à être ultra populaire. Là. Tout le monde a commencé à parler de lui. Après ça, il s'en va au U18 après avoir joué comme 60 matchs, puis plus les playoffs. Puis il s'en va au U18, puis il se claque 12 points en 7 matchs, puis qu'il joue, comme je te dis, il joue all-in. Il joue vraiment pour gagner. Fait que c'est sûr que c'est le type de... Le type de joueur que n'importe quelle équipe regarde, puis ils font, c'est un joueur que tu as besoin pour gagner. Mais il manque un petit quelque chose selon moi. Je suis pas prêt à le mettre dans le top 5. Je suis pas prêt à le mettre. Si admettons on recule numéro 7, ok, peut-être. Je peux vivre avec, mais à 5, c'est sûr qu'il va y avoir un joueur qui va être quand même supérieur à lui. Mais de toute façon, je dis ça comme si
comme si c'était sûr, mais la réalité, c'est qu'on ne saura pas avant un bon bout si c'était le bon choix ou pas. Fait que c'est jamais sûr. Mais l'impression que j'ai, c'est que je pense pas que c'est un joueur de top 5. C'est sûr. Sinon, prochain joueur que j'ai aimé, puis que je pensais pas aimer, c'est Ryder Ritchie. C'est un joueur qui, avant même que la saison commence, j'avais fait une vidéo pour dans le fond, les joueurs potentiels de top 10 d'ici le draft. Puis j'avais mis Ritchie là-dedans, dans le fond. Là, puis j'étais vendu par Ritchie parce que en termes de talent, il est excellent. Il a des bonnes mains, il patine bien. C'est pas le plus gros gars, mais il fait comme 6 pieds. Il a un bon tir, il a une bonne vision, il fait des bonnes passes. Les puck skills en tant que tels sont vraiment excellents. Sauf qu'il n'y a rien qui. Il arrive à rien quand même. Yeah? Mais là, il s'en va au 18, puis il a fait 8 points en 7 matchs. Il a fait un but très important. Il a fait des très beaux buts. Il a fait des très beaux jeux. Quoi d'autre qu'on veut de lui? Ça aurait été le fun qu'il fasse ça pendant la saison. Mais comme je dis, pendant la saison, même si le talent est évident, tu regardes puis tu sais que le gars il a du talent, n'empêche que le talent n'aboutissait à rien. Tandis que là, il a abouti à quelque chose un petit peu. Puis encore là, c'était pas à chaque fois qu'il touchait la rondelle. Il y a plein de fois qu'il transportait la rondelle, arrivait dans la zone offensive, puis il se passait rien. Il perdait la rondelle, puis il allait changer. Mais il y a aussi plein de fois qu'il a fait des jeux qui s'est ramassé à côté du net, puis qu'il a juste élevé la rondelle comme si de rien n'était dans le top du net. De toute beauté. C'est ça. C'est un joueur qui est capable de faire des choses. C'est un joueur aussi que des fois, même s'il a tout le talent du monde, il n'y a rien qui se passe. Fait que c'est dur à dire. J'ai quelqu'un qui m'avait écrit un commentaire sur dans mon channel de YouTube. Dans mon vidéo, dans le fond, des top 10 scorers, j'ai pas mis Ritchie là-dedans parce que je pense pas que c'est un top 10 scorer, mais lui, il m'a dit comme quoi j'ai oublié Ritchie, puis je dis non. Je pense pas, non. J'étais en train de dire comme quoi c'est dur de trouver un rôle à Ryder Ritchie dans la Ligue nationale. Parce que même si, comme je dis, même s'il est bourré de talent, ça aboutit pas toujours à quelque chose. Il y a la production. La production a fit avec ce que tu vois sur la glace. Tu regardes, il va un peu n'importe où, même s'il est plein de talent, mais il produit rien, puis tu regardes la production, puis il est en dessous d'un point par match, puis tu te dis, ok, ben, ça fit. Fait que, c'est quoi son rôle dans la Ligue nationale? C'est pas comme si le gars, c'est pas comme s'il est gros, il est fort, puis c'est un gars qui va aller jouer super bien défensivement, qui va être un forechecker à n'en plus finir, qui va aller ramasser les pucks dans le coin, ou qui va créer de l'espace pour les autres, ou, c'est pas ce type de joueur-là. Fait que ça va être quoi son rôle dans la Ligue nationale? C'est un peu ça la question que je me posais. Je m'en pose encore d'ailleurs. mais le talent est assez bon. Puis le U18 vient un peu comme solidifier ou l'aider à se placer dans la première ronde, à mon avis. Mais tu sais, il est limite quand même le première ronde ou début de deuxième ronde. Pour vrai, je serais un peu surpris qu'il sorte dans la première ronde. T'sais. Moi, mon ranking et un ranking de la Ligue nationale, c'est deux choses différentes, évidemment. Là. Mais je serais quand même un peu surpris. En tout cas, c'est à suivre. C'est un gars qui est relativement intriguant. Les prochains, dans le fond, il y a des joueurs que j'ai aimés, un peu comme Harrison Brunecki, Charlie Elick. Même si c'est pas des joueurs qui sont impressionnants en termes de production ou en termes d'offensive ou de la façon qu'ils bougent à la ligne bleue, c'est limité. Je trouve qu'ils ont été très très bons. Elick a été physique à sa façon. Brunecki il a bloqué des tirs. Clutch, il se place en arrière dans... C'est fou que le monde il bloque des tirs dans la Ligue nationale, là. Moi je comprends pas, c'est quasiment un suicide, mais whatever. Deux joueurs dans, c'est deux gros défenseurs qui ont une bonne mobilité, qui ont une bonne physicalité. Moi je serais 100% pour que le Canadien il prenne un Emery, un Elick, un Brunecki, un Kleber avec un choix tardif dans la première ronde ou en début de deuxième ronde s'il se ramasse avec ça, je ne sais pas, là, mais peu importe. C'est le type de joueur, c'est comme je disais un peu plus tôt, je disais tout ça un peu plus tôt, ou je me mélange, je sais pas, mais c'est le type de joueur qui vient solidifier ta troisième paire, qui va être capable de jouer beaucoup de minutes pour toi puis qui sera jamais un problème. Est-ce que, moi je le disais pour EJ Emery, ça, ils vont être capables de défendre ils vont être capables de défendre contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Ça se peut que quand tu mets les meilleurs joueurs ou des joueurs qui forecheck
qu'il faut check beaucoup, qui a un peu de misère à sortir la rondelle, mais encore là, tu prends un joueur comme Charlie Lick, c'est un excellent patineur. Là. Pour lui, je pense pas que c'est vraiment un problème de ramasser la rondelle dans le coin puis de faire 2-3 steps puis de la passer. Là, puis il n'est pas obligé de la passer par la bande. Selon moi, c'est le meilleur patineur là, entre Kleber, Bernicki, Elick, E.J. Emery. Tous des gros défenseurs, mais je pense que Elick a comme une coche de plus en termes de patin. Mais c'est pas le plus confiant que la rondelle non plus. Fait que c'est dur à dire, mais c'est le type de gars que t'as un joueur qui joue à droite, qui patine bien, qui défend très bien, qui est physique. Tu mets ça sur ta troisième paire quand tu t'en vas dans les séries, c'est solide. Là. c'est solide quand t'as un gars que tu peux compter dessus, là, 16, 17, 18, 19, 20, 21 minutes, puis qui peut jouer contre les meilleures équipes, puis tu sais qu'il va pas te nuire, qu'il va défendre bien, puis qu'il va relancer la rondelle. Je sais pas, je serais 100% d'accord avec ça. Sinon, un autre joueur qui a bien fait, c'est Matthew Schaefer, qui lui, dans le fond, c'est un joueur qui va être repêché l'année prochaine, mais il est comme à quelques jours là, d'être éligible pour le repêchage de 2026. Là. Il est très très jeune, dans le fond. Là. Il était très bon. Il avait pas peur de créer de l'offense quand il avait la rondelle sur son bâton. Pas que ça marchait à chaque fois. Là. Je pense qu'il y a... Je sais pas combien il a fait de points. Combien il a fait de points? Schaefer. Schaefer, 5 points en 7 matchs. Fait quand même pas... C'est pas mauvais en termes de production en tant que tel. Mais... Je sais pas, ça avait pas l'air d'être sa grande force, là, mais n'empêche qu'il avait pas peur d'essayer des affaires. Il patinait bien, il défendait bien, il était quand même relativement physique. Il manie bien la rondelle, il essayait de créer des jeux quand il était dans la zone offensive, il faisait une bonne transition avec la rondelle aussi. Fait que, il est tellement jeune, puis il y a encore tellement de temps avant le draft prochain que il a le temps de s'améliorer à tout, dans le fond. Mais non, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Matthew Schaefer. Sinon, Henry Muse, qui était définitivement comme le meilleur défenseur, du moins offensif du côté du Canada. J'ai trouvé aussi moins chaotique que dans la CHL, dans le fond. Là, où il a même joué une coupe de match à l'avant. Dans la CHL, là, il était plus structuré, patine bien, bouge bien la rondelle. C'est un joueur qui, selon moi, aurait dû avoir un peu plus de points que ce qu'il a eu. 7 points en 7 matchs, c'est quand même pas mauvais, mais pas mauvais. Je veux dire, c'est même très bon, je dirais, pour un défenseur, mais Henry Muse, c'est un défenseur offensif. C'était un défenseur qui est... Quand je pourrais dire... Même si... Ça sera jamais un grand défenseur à la défense. C'est quelqu'un qui a besoin de produire à l'offense pour avoir un rôle dans la Ligue nationale, à mon avis. Mais je trouve que quand on regarde son jeu, quand on regarde comment il a joué avec la rondelle, les jeux qu'il a créés, puis tu regardes le résultat de 7 points en 7 matchs, tu te dis probablement qu'il aurait dû en avoir plus. C'est le type de gars qui aurait dû avoir comme 10 points ou peut-être un petit peu moins que Cole Hudson, parce que Cole Hudson était juste vraiment exceptionnel dans son offense, mais quand même c'est plus proche, si on veut. Sinon, des joueurs que j'ai moins aimés, puis il y en a un que ça fait quand même longtemps là, que j'aime moins que bien du monde, puis c'est Luchenko. J'entends du monde qui le mettent partout dans leur première ronde. J'ai vu des clips de je sais pas qui disaient comme quoi c'est un gars qui pourrait être dans un top 10 ou dans un top 15. Je me souviens plus trop c'est qui, je me souviens plus trop exactement ce qu'il disait, mais j'étais comme un peu abasourdi. Puis pas que l'opinion est mauvaise, là, parce que tout le monde a droit à son opinion. Puis comme je disais tantôt, on le saura pas tant que ça fera pas comme 3, 4, 5 ans que ce monde-là sont draftés, puis comme 100 quelques matchs, 200 matchs sont dans la Ligue nationale. Il y en a qui explosent beaucoup plus tard. Là. Ça se peut que ce soit le cas de Luchenko, mais c'est juste que moi, quand je regarde Luchenko, que ce soit dans la CHL ou que ce soit dans le U18, je vois rien. Je vois de la vitesse, puis c'est tout. Je vois un gars qui est capable de patiner à 100 000 à l'heure. Un des meilleurs patineurs, sinon le meilleur patineur dans le draft. Mais c'est tout. C'est pas un gars, je trouve, qui a des mains. C'est pas un gars qui a une vision. C'est pas un gars nécessairement qui a un bon tir. Il est pas nécessairement créatif. Il patine avec la rondelle, puis souvent la rondelle va mourir sur son bâton. Je sais pas. Non. je le vois pas. C'est pas mon type de joueur ben. Puis je pense pas que c'est un gros joueur non plus. Là. Je vais essayer de voir. C'est un gars de comme 5 piques. Luchenko. C'est pas le bon joueur, ça. C'est quoi son prénom déjà? C'est Luke? On va aller ici. Dans Draft Center. On va essayer de trouver Luchenko. Consulent. Je suis pas à bonne place, mais. Seneca, Switchy, Pokinan.
Ok, Jet. Ah, c'est ça. Je cherchais son nom, mais Jet, pas un nom qu'on entend tous les jours. Ouais, c'est un gars de 5 pieds 11. Fait que c'est pas le plus petit, c'est pas le plus grand. Il est très jeune aussi. Là, on voit ici, dans le fond, là, il est né en août, le 21 août. En termes de production, 71 points, 68 matchs dans la OHL, qui est quand même très bon. Mais je change pas mon idée pareil. Ça peut être très bon comme production, puis encore très bon au 18. Je vois pas vraiment en dehors de sa vitesse qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qu'il va amener comme rôle dans la Ligue nationale. La vitesse peut t'amener à la Ligue nationale, mais après ça, il faut qu'il y ait quelque chose de plus pour que tu sois un joueur qui soit dans un top 6 ou dans un middle 6. Si tu as juste la vitesse, mais tu fais pas de jeu, tu sers à quoi? En tout cas, on verra. Je suis pas son plus grand fan. J'ai la misère à voir et où son utilité, si on veut, puis où son rôle dans les nationales. Sinon, Green Tree aussi, qui a pas eu un grand tournoi, mais tu sais, ça, c'était un peu, on s'en attendait, si on veut. Là, quand t'es pas un grand patineur, tu t'en vas jouer sur une patinoire hybride, ça se peut que ce soit un peu plus compliqué, là. Même si c'est pas un joueur qui a nécessairement besoin d'être un grand patineur, c'est un gars qui est capable de jouer avec la pression sur lui. Il n'a pas besoin nécessairement d'avoir de l'espace pour créer ses jeux. N'empêche que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable de patiner jusqu'à la rondelle. Puis sur une patinoire hybride, ça peut être un petit peu plus compliqué. Fait que je m'attendais à une production moindre, mais quand même, là, il a fait 4 points en 7 matchs. Puis son temps de jeu a vraiment diminué durant le tournoi. Là. Si on va voir ça, là. Green Tree. Liam Green Tree. Il a joué comme 4 minutes dans le dernier match, on en fait de même. Là. Ouais, c'est ça, il a commencé avec comme 7 minutes contre la Suède au premier match, là, mais sinon 12, 14, 11, 11, puis après ça, contre la Suède dans la semi-finale, 7 minutes, puis en finale contre les États-Unis, 4 minutes. C'était assez évident que son patinage l'aidait pas bien. C'est un gars qui a 90 points, 36 buts en 64 matchs dans la OHL, mais il arrive au U18 puis il a 4 buts. C'est à prendre avec un 4 buts, il y a 4 points, c'est à prendre avec un grain de sel. Comme je te dis, c'est pas le type de joueur qui aurait du succès, selon moi, sur une grande patinoire, sur une patinoire européenne ou hybride. Mais c'est quand même encore un très bon joueur. C'est encore un joueur qui a un très bon tir, qui est intelligent. C'est un gars qui a des bonnes mains, qui est capable de jouer sous pression, qui est capable de jouer dans le contact. C'est un gars qui fait 6 pieds 2, 6 pieds 3, qui est pesant, qui est fort, qui gagne ses batailles. Il y a tout pour réussir, sauf le patin. Fait que, s'il a hâte de trouver une façon de... Puis, il l'a déjà fait dans la OHL, la façon qu'il joue, c'est pas comme si c'est un gars qui a besoin de patiner pour créer ses jeux. Il y a toujours 8 personnes dans l'entour de lui. Là. Fait que, mais n'empêche que c'est... Dans la Ligue nationale, il va falloir qu'il continue sur ce chemin-là parce qu'il sera jamais un grand patineur. Mais j'aurais aimé qu'il en fasse plus, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui a vraiment un impact sur comment jouer à Liam Green Tree, même si j'ai pas aimé son tournoi, puis définitivement le coach n'a pas aimé son tournoi non plus. Je vais pas nécessairement le descendre à cause de ça, parce qu'en bout de ligne, on joue pas dans les nationales sur une patinoire hybride. Fait que ça, sinon d'autres joueurs, comme Van Acker. J'étais déjà pas le plus grand fan de Van Acker. C'est un gars, je trouve, qui produit à cause de la... Il travaille plus fort que tous les autres. Donc, il produit de cette façon-là. Mais c'est pas un gars nécessairement qui a une tonne de skills. Il est pas mauvais en tant que tel, mais c'est pas le meilleur passeur, c'est pas le meilleur tireur, mais c'est un gars qui travaille fort. Mais encore une fois, c'est un gars que je vois, mettons, comme sur un middle 6, mais pas un middle 6, plus une 3e ligne, peut-être 4e ligne, quelque chose comme ça, mais je suis pas son plus grand fan, dans le fond, puis je trouve que son tournoi a un peu comme démontré pourquoi. Puis en termes de production, c'était pas... ça, il y a eu 1 point, il y a eu 1 but, dans le fond, en 6 matchs, Van Acker. Combien de temps qu'il a joué, lui? On va vérifier ça, parce que j'ai aucune idée. Il me semble que je le voyais plus pendant tout à la fin. Marek Van Acker. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond... Je trouvais que Green Tree avait pas joué, mais là c'est encore pire. Il a joué 11 minutes contre les Tchèques. Après ça, ça a descendu à 8 minutes, 9 minutes, 2 minutes, 4 minutes. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'il jouait pas tant que ça. Mais en même temps, c'est ça. C'est pas mon joueur préféré, même si c'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur qui est quand même... On s'entend, il y a quand même 80 quelques points là, dans la OHL. Là, fait qu'il est capable de produire. C'est un gars qui est quand même capable de faire des buts. Il a 30 quelques buts. Mais c'est pas un gars qui est bourré de talent, mais c'est un gars qui travaille fort.
Sinon, en dehors de ça, pour le Canada, il n'y a pas grands autres joueurs, à part peut-être, pas à part peut-être, il y a définitivement Carter George, qui est la raison pourquoi le Canada a gagné. Là. C'est dans... Si vous avez vu le match contre les États-Unis ou le match contre la Suède, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Là. Dans la troisième période contre la Suède, où ce que le Canada, je pense, a touché à POC 5 secondes dans toute la période, c'est tout Carter George. Puis même chose en deuxième période contre les États-Unis, quand ils ont décidé d'y aller all-in puis qu'ils allaient terminer le Canada. Écoute, si c'était pas de Carter George, ça aurait fini 10-3, c'était juste un match-là, parce qu'il a fait des arrêts incroyables, puis c'est pas juste qu'il a fait des arrêts acrobatiques qui sont incroyables, comme son arrêt avec son bâton sur le long de la ligne de but, là, en se pitchant. C'est pas juste ça, mais c'est aussi parce que il était très... j'ai trouvé très... composed... calme. Moi, j'ai trouvé très calme devant la pression. Quand la Suède poussait dans la troisième période, quand les États-Unis poussaient dans la deuxième période, il restait calme, il était pas paniqué, il bougeait bien entre ses poteaux. Là, je trouve qu'il a une belle fluidité. Il était toujours carré sur la rondelle. Je me souviens d'une coupe de tir de Yzerman où Yzerman recevait un one-timer, puis elle lançait immédiatement, puis elle arrivait directement dans son chest. Hein. Enfin, c'est un bon signe que le gars il est complètement à droite. Yzerman, il tire de sa gauche, puis... Tu vois dans le fond Carter George qui fait juste un petit déplacement puis qui reçoit la rondelle directement dans le chest contre Yzerman, c'est bon signe. C'est bon signe. Fait que, tu sais, je suis pas un spécialiste de goaler, mais tu sais, les déplacements étaient clean. Il était pas toujours pitché d'un côté à l'autre. Il était calme. Il était très carré avec la rondelle quand il recevait des tirs. Un bon contrôle sur les retours. Il y a même un but où il y avait contrôle de la rondelle, mais il y avait un bâton en dessous de son gant, puis ils ont juste poussé en dessous de son gant, puis malgré que il y avait contrôle de la rondelle pareil. Fait que, je trouvais qu'il contrôlait bien ses retours. Overall, il a juste été excellent. C'est un des meilleurs joueurs du Canada pour le tournoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est un talent de première ronde. J'en ai aucune idée. Je suis jamais un gars de goaler. J'aimais jamais un goaler en première ronde parce que j'ai aucune idée si c'est des goalers de première ronde ou pas. Mais je trouve qu'il a été excellent. Si je le comparais à d'autres goalers en tant que tel, je trouve qu'il a très bien fait. Là. Sinon... c'est pas mal ça. Sinon, dans les joueurs internationaux, il n'y en a pas vraiment. Il y a Adam Djeko, mais je te dirais, il était pas mal invisible. Les matchs que j'ai vus de lui, il était invisible. C'est pas le joueur qui a utilisé le plus sa grosseur. C'est pas facile pour Djeko, je dirais, là, des fois. Mais il va être pris avec sa grosseur et toute la quête, évidemment, là, parce que je pense qu'il fait comme 6 pieds 5 en enfant de même, mais pas mon joueur préféré, sinon, il y a Leon Mugli, le Suisse, qui joue en Suisse dans la même ligue que Ryan Baker a joué toute la saison, puis toute la saison dernière. Je l'aimais déjà en NL, je trouvais qu'il était quand même dynamique avec la rondelle, puis il est arrivé, il a pas joué une tonne parce qu'il s'est fait blesser assez rapidement aussi, là. Je pense après 3 matchs, un enfant comme ça, mais il était encore une fois très dynamique avec la rondelle. Je trouve qu'il patinait bien, très... il est pas... nord-sud, là. Il est jamais en ligne droite. C'est un zigzag, son affaire. Là. Il est toujours... Quand il passe à travers la zone neutre avec la rondelle, puis on s'entend que il joue pour la Suisse, fait que il y avait beaucoup la rondelle, puis il y avait aussi... C'est un des joueurs qui avait la rondelle le plus, puis c'était définitivement le joueur le plus talentueux sur l'équipe. Fait que, il ramasse avec la rondelle, puis il zigzague de gauche à droite, puis il essaie de transmettre la rondelle jusqu'à dans la zone offensive, ou sinon il fait des belles passes de la zone défensive jusqu'à dans la zone neutre sur un joueur qui est en mouvement. Overall, je trouve que il était très en contrôle défensivement, sauf une game là, que ça a été un peu plus difficile, mais sinon, en contrôle défensivement, en contrôle offensivement, bougeait bien le long de la ligne bleue, bougeait bien en zone neutre, faisait des bons jeux un peu partout sur la glace, dans le fond, là, jusqu'à temps qu'il se fasse blesser. Fait qu'il n'a pas eu le temps vraiment de démontrer qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais n'empêche que je trouve que dans le fond, ça ressemblait à ce qu'il faisait déjà en NL en Suisse. Dans le fond, le joueur qu'il y avait en NL en Suisse, c'est le joueur qu'il y avait au U18. Puis c'est ça. Fait qu'un autre joueur, selon moi, je serais surpris un joueur de première ronde, mais définitivement un joueur de deuxième ronde. C'est pas le plus gros encore une fois, mais il est mobile, il a une bonne vision, il a des bons skills. C'est un joueur que j'aime bien. Puis sinon, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du recap du U18, définitivement, je vais faire un autre podcast. Je sais pas si ça va être cette semaine ou la semaine prochaine, mais là, il va y avoir au moment que j'enregistre ça, dans le fond, ce soir, il va y avoir la loterie. Fait qu'on va savoir où est-ce que le Canadien pige, puis où est-ce que les autres équipes pigent. Fait étant donné que j'ai déjà fait un mock draft comme pré-loterie, je vais faire un mock draft après loterie.
dans le fond, en version podcast. Puis après ça, ben éventuellement, probablement que plus loin, avant le draft, je vais faire un autre mock draft, mais en version vidéo et non en version podcast. Ou peut-être que je vais le faire en podcast aussi. À partir d'ici, dans le fond, il y a plusieurs podcasts et vidéos qui vont un peu se ressembler. Ça se peut que je fasse des mock drafts en vidéo puis des mock drafts en podcast. Des rankings. Je vais faire un top 64 ou peut-être même un top 96, je sais pas. Probablement plus 64 parce que 96, ça devient long puis ça devient aussi des joueurs que le monde connaissent pas. Puis en même temps, il y en a là-dedans que j'ai vu comme un match et demi. Là. Je veux pas trop m'avancer avec une opinion forte sur un joueur que j'ai vu comme jouer 25 minutes. Là. Fait que je vais faire un top 64 en version podcast. Mais je vais faire aussi un top 32 ou peut-être même un top 64 en version vidéo, je ne sais pas encore. Fait que comme je disais, il va y avoir des podcasts, il va y avoir des vidéos qui vont se ressembler, mais la raison pourquoi il faut que je le fasse comme ça, c'est que sur YouTube, le podcast, il y a des vues, il y a des écoutes dans le fond. Là. Il y a comme 5000 vues sur la version anglaise, 2-3 000 vues sur la version française, dépendant des podcasts. Mais sur Spotify ou Apple Podcasts, ces affaires-là, j'en ai comme 500. Fait que dans le but d'égaliser ça un petit peu, YouTube, je vais continuer à faire mes vidéos comme je l'ai fait d'habitude. Je vais aussi faire le podcast encore sur YouTube, mais je vais faire des podcasts de sujets populaires, dans le fond, pour essayer de monter un petit peu ce qui se passe sur Spotify, puis Apple Podcasts, puis ces affaires-là, pour essayer d'égaliser le tout un petit peu. Fait que si vous voyez des vidéos puis des podcasts qui se ressemblent, c'est pour ça, sauf que la vidéo va toujours être supportée par des vidéos, donc des highlights des joueurs. Donc si je fais un top 32 ou un top 64 des joueurs, ben, il va y avoir des highlights de tous les joueurs de qui je vais parler, puis je vais parler probablement un peu plus brièvement de chaque joueur. Tandis que le podcast, je peux prendre un peu plus de temps pour parler de chaque joueur. C'est probablement que le top 64 va se faire en plusieurs épisodes. Tandis qu'en vidéo, ça va se faire, mettons, comme en, je sais pas, 4 vidéos, une affaire comme ça. Fait que plus de temps pour parler des joueurs en podcast, mais les vidéos vont être supportées par des highlights. Fait que ça va être... Vous pouvez écouter les deux si vous voulez. Hein. Fait que c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Comme je disais, je vais en faire un avec un mock draft soit vendredi, soit un jour cette semaine, soit en début de semaine prochaine. Je sais pas, dans le fond, j'ai aucune idée quand est-ce que je vais le faire. Mais je vais faire un autre mock draft bientôt. Puis je me suis déjà préparé une liste avec des petits checkbox. Parce que, même, je pense que je l'ai ici, si je me trompe pas. Ouais. Parce que j'ai déjà une liste là, comme ça là, avec des petits checkbox. Fait comme ça, j'oublierai pas de joueurs comme j'ai oublié Demidov l'autre fois. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain. Peace.